Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous nous suivez de partout à Kinshasa et en passant par Brazzaville et ses environs. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite le sommaire. Il y a eu dans la soirée d'hier à la Cité de l'Union africaine une réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au cours de laquelle plusieurs mesures ont été prises. Après 15 mois d'arriérés de salaire, les agents de la radio-télévision nationale RTNC menacent de déclencher une grève sèche d'ici la semaine prochaine si le gouvernement ne leur trouve pas une solution. Et enfin, l'acteur de la lutte contre l'apartheid et membre de l'ANC, l'ex-ministre sud-africain Pravin Gordhan, est décédé ce vendredi à l'âge de 75 ans de suite d'un cancer. Voilà tout pour les sommaires. Encore une fois, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. D'abord, cette information, le chef de l'État a présidé une réunion interinstitutionnelle en vue de passer en revue la situation générale du pays. En pris part à cette réunion, le président de la Cour constitutionnelle, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et la première ministre. Il était question de proposer des pistes de solutions pour la bonne marche du pays. Presse présidentielle. Les chefs de 4 institutions de la République, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, du Sénat Sama Lukonde, la première ministre Judith Suminwa et le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, ont tous pris part à la réunion interinstitutionnelle présidée ce jeudi 12 octobre à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont débattu pendant plus de 3 heures autour de la première institution du pays garant de la nation, des questions d'intérêt national relevant des domaines économiques, sociaux et sécuritaires. Le président de la Chambre basse du Parlement a fait le point de cette grande réunion. Puisque non seulement nous avons parlé du secteur de l'éducation, où il faut renforcer la gratuité de l'enseignement au niveau de l'école primaire, mais commencer déjà à penser, même si on ne doit pas le faire tout de suite, à ce que cette gratuité soit aussi appliquée au niveau du secondaire. Ceci veut dire qu'il faut parachever totalement la gratuité au niveau de l'enseignement primaire de notre pays. Et le président a souligné aussi le secteur de la santé, et avec notamment l'épidémie que nous connaissons aujourd'hui d'Mpox. Il faut non seulement la campagne de vaccination, de sensibilisation, et concernant les autres épidémies présentes et à venir, il a parlé de la prévention, ses orientations en ce qui concerne le secteur judiciaire. Là, le président voudrait absolument que les réformes du secteur de la justice soient parachevées de telle sorte que nous puissions avoir une justice équitable. Le président a parlé, vous vous en doutez bien, de la sécurité à l'est de notre pays. La façon de mettre fin à cette guerre avec la montée en puissance de l'armée, mais aussi comment protéger nos populations et leurs biens en parlant de la police professionnelle que nous devons absolument encourager, dont nous devons encourager la mise en place. Il s'est agi de la première réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État, conformément à l'article 69 de la Constitution reconnaissant au président de la République les prérogatives de veiller au fonctionnement harmonieux de toutes les institutions de la République. Restons à la présidence de la République où le renforcement des relations bilatérales sur le plan gouvernemental et politique entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud est le message du président sud-africain Cyril Ramaphosa envoyé à son homologue congolais Félix Tshisekedi par l'entremise de son émissaire Dr Benjamin Chauke qui a été reçu jeudi 12 septembre en audience à la Cité de l'Union africaine. Regardez. Au vu des résultats des dernières législatives, la République sud-africaine a pour la première fois de l'histoire un gouvernement d'union nationale, reçu ce jeudi à la Cité de l'Union africaine
par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'envoyé spécial du chef de l'État sud-africain inscrit sa visite à Kinshasa dans le cadre du suivi de la dernière mission du président Cyril Ramaphosa dans la capitale de la RDC et de renforcement de relations bilatérales entre les gouvernements des deux pays. The purpose of our meeting is to La raison de notre visite, c'était continue to strengthen our relationship. C'est pour renforcer nos relations. Et puis aussi concernant certains points qui étaient discutés la fois passée lorsque le président sud-africain était de passage ici, pour que cela soit mis en musique pour renforcer les relations bilatérales entre les deux nations. Aussi bien le président Cyril, le président Félix Antoine Tshisekedi est fermement engagé. Comme vous le savez, aujourd'hui en Afrique du Sud, nous avons un nouveau gouvernement. Comme nous venons des élections justement, nous sommes vraiment décidés de faire en sorte que ce qui était conclu avec le gouvernement congolais soit vraiment mis en application. Et nous voulons que ça se fasse le plus rapidement possible. Pour l'envoyé spécial du président sud-africain, la commission mixte RDC-RSA devrait très bientôt se réunir pour la poursuite et le renforcement des accords de coopération entre les deux nations. En visite en République démocratique du Congo, le ministre d'État belge André Flao a rencontré dans la journée du jeudi 12 septembre 2024 le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani. Une rencontre basée essentiellement sur la situation sécuritaire dans le pays, la décentralisation et la formation des personnels politiques. On écoute André Flao au sortir de ces échanges. D'abord, c'est une belle rencontre. Je tenais à rencontrer le ministre pour effectivement l'encourager dans le travail important qu'il a amené au sein du gouvernement, pour prolonger aussi de la discussion que j'ai eue avec la première ministre hier. Nous avons parlé effectivement de sécurité, de décentralisation et également de la formation du personnel politique, que ce soit les élus à tous les niveaux, mais aussi de la formation du personnel administratif. Il a également été question de la sécurité civile et aussi de contact par rapport à la situation préoccupante dans l'Est. Mais comme vous le savez, ma visite ici, elle vise surtout à faire témoignage à mon retour en Belgique que les choses bougent dans un bon sens, avec des responsables aux différents niveaux de pouvoir qui ont cette volonté de faire bouger les lignes, comme on dit, dans un sens positif et pour apporter des solutions, même quand des crises se produisent. Mais la décentralisation est effectivement une nécessité qui impose de pouvoir reposer sur des responsables aux différents niveaux qui sont bien formés et puis qui doivent aussi bénéficier d'une certaine stabilité pour mener à bien leur action. C'est une décentralisation qui ne peut pas compter sur une stabilisation, par exemple, des gouverneurs de province, risque d'être marquée par des incertitudes, et qui dit incertitude dit désordre, qui dit désordre dit... Et puis à la primature, les membres du comité des conjonctures économiques étaient réunis autour de la première ministre Judith Suminwa. 2 points essentiels ont été abordés, à savoir la stabilité du cadre macroéconomique avec une baisse continue de l'inflation pour la 4e semaine consécutive et la consolidation du franc congolais. Jeanette Fika. Le gouvernement congolais note la baisse de l'inflation et la consolidation du franc congolais. C'est le constat fait au cours de la réunion du comité des conjonctures avec la première ministre Judith Suminwa Tuluka, comme l'explique le vice-premier ministre, ministre du Plan Guylaine Niembo. Le premier point, c'est l'observation de la consolidation de notre cadre macroéconomique. Donc nous avons constaté que l'inflation continue à baisser pour la 4e semaine consécutive. Mais il y a aussi le franc congolais qui se consolide. À côté de ça, il y a la nouvelle sur la croissance qui s'affirme autour des 6%, ce qui est une bonne nouvelle. Mais comme vous pouvez le comprendre, nous n'allons pas nous satisfaire de ces résultats. Nous continuons les efforts. Un autre sujet évoqué au cours de cette réunion, c'est aussi la lutte contre la corruption et la malversation financière. Aujourd'hui,
Nous avons encore parlé de la grande question de fraude dans nos frontières. Donc ça, c'est encore un grand chapitre que nous allons attaquer. Nous allons continuer à repousser la fraude pour nous permettre de poursuivre sur notre lancée. Notons cependant qu'une nouvelle feuille de route visant à améliorer le climat des affaires est en cours de finalisation afin de créer un environnement propice aux investissements et à la diversification économique, rassure le gouvernement souminois. Et dans un autre chapitre, la chef de la diplomatie congolaise Thérèse Kaikwamba Wagner est attendue dans les prochains jours à Toronto. C'est ce qui justifie la présence de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada, son Excellence Maryse Guilbault, dans les locaux du ministère pour échanger à ces sujets avec la ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie. Suivez. Invitée personnellement par son homologue canadienne Mélanie Joly, les deux personnalités vont se retrouver à Toronto, au Canada, dans le cadre de la rencontre des femmes ministres des Affaires étrangères, en vue de discuter sur la vision féministe de grands enjeux de politique internationale, un exercice qui s'inscrit dans le plan d'aide au développement de la femme particulièrement initié par le Canada depuis de nombreuses années dans son pays et à travers le monde, comme l'explique l'ambassadeur Maryse Guilbault. Aujourd'hui, c'est la visite imminente de la ministre d'État au Canada qui a été invitée à Toronto par ma ministre des Affaires étrangères, la ministre l'honorable Mélanie Joly, pour participer à la réunion des femmes ministres des Affaires étrangères. Donc, elles seront une vingtaine de femmes qui portent le titre, les homologues de ma ministre, qui ont été conviés pour discuter de grands enjeux de politique internationale, mais d'un point de vue, et ça s'inscrit parfaitement d'un point de vue des femmes. Ça s'inscrit dans notre politique féministe d'aide au développement. Donc, la femme est au cœur de ce que le Canada tente à accomplir, autant chez nous qu'à l'étranger aussi. Les deux personnalités ont également brossé les projets de modernisation du secteur des affaires étrangères au Canada. On a aussi discuté d'initiatives, entre autres de modernisation et de transformation que le Canada est en train de faire en ce moment avec nos propres affaires étrangères et l'expérience canadienne qui pourrait être utile dans une perspective de modernisation aussi des affaires étrangères ici en RDC. J'ai toujours une excellente relation avec la ministre et nos échanges sont cordiaux, sont ouverts, sont francs. Le Canada et la RDC sont des partenaires de longue date, et non seulement en termes de développement, mais de plus en plus en termes de partenaires économiques et commerciaux. Et là-dessus, on met vraiment l'accent sur l'importance des investissements et des échanges commerciaux entre les deux pays. Retenez que l'ambassadeur a beaucoup mis l'accent sur les relations cordiales qui caractérisent les deux pays amis qui, au-delà du partenariat de développement, sont devenus des partenaires économiques. Restons aux affaires étrangères où la chef de la diplomatie congolaise a aussi échangé avec l'ambassadeur italien en République démocratique du Congo, son Excellence Alberto Petrangeli, sur les relations bilatérales jugées excellentes que les deux pays, soit la RDC et l'Italie, s'attellent à renforcer. Regardez. Il s'agissait ici pour la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba, et Alberto Petrangeli, ambassadeur italien en République démocratique du Congo, d'aborder la question liée à la nouvelle vision italienne avec un tour d'horizon des projets de développement pour lesquels il est question d'entamer la mise en œuvre effective d'investissements conjoints tenant compte des défis et priorités de la RDC. Le diplomate italien a souligné que ces projets communs doivent prendre en compte l'immensité du pays avec son potentiel humain et naturel important. Pour Alberto Petrangeli, l'assainissement et les infrastructures de connexion à travers les pays font partie des priorités pour booster notamment les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et des mines. Les secteurs prioritaires sont toujours les infrastructures, surtout énergétiques, mais aussi des connexions, l'agriculture et l'assainissement, l'amélioration du standard du secteur minier avec de la valeur ajoutée qui reste dans les pays. Donc ça, ce sont les trois secteurs principaux dont on a discuté, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. On a la diplomatie culturelle qu'il faut davantage utiliser pour le rayonnement du pays. Et donc l'Italie, en tant que puissance culturelle en Europe, est à côté de la RDC aussi dans ces domaines.
Tout à fait. Ça c'est là toujours une source de souci pour nous. Comme vous savez, on a même payé un prix à l'insécurité à l'est du pays avec mon prédécesseur. Et donc, on suit avec beaucoup d'attention les dialogues qui sont en cours à Luanda et on essaie de les accompagner. Mais ça, ce sont des accords qui doivent être gérés par les parties concernées. Donc, on est là pour assister. Mais bon, c'est à la demande. L'Italie compte également, par son expérience culturelle, faire rayonner les valeurs de la République démocratique du Congo dans ce domaine. En outre, elle est bien consciente des défis sécuritaires que connaît la République démocratique du Congo dans l'Est et reste prête à accompagner les processus de pacification dans cette partie du pays. Ça, je vous l'ai dit en titre, que pendant ce temps, un mouvement de grève sèche est annoncé dès la semaine prochaine à la radio-télévision nationale congolaise, avec possibilité d'une coupure du signal de cette télévision nationale. Les agents et cadres de la RTNC réclament plusieurs mois d'arriérés de salaire. On les écoute. Les bancs syndicales de la RTNC est venu voir son Excellence ministre de la Communication et Médias pour l'informer sur la situation qui prévaut actuellement au sein de notre établissement, où le personnel est laissé à son triste sort, avec un barème qui traîne entre les ministres, sur la table plutôt du ministre du Budget, le barème qui a été signé par notre ministre depuis 2021 et qui attendait les contreseins du ministre du Budget. Jusqu'à ce jour, nous pouvons dire que le ministre d'État refuse de signer ce barème. Et à cela, il faut ajouter 15 mois d'arriéré d'une partie du salaire, de 25% du salaire de l'ancien barème, que nous totalisons jusqu'à ce jour. Cette situation crée une crise, n'est-ce pas, sociale au niveau de la radio-télévision nationale congolaise. Après avoir été avec le ministre, il nous a invités à la patience, le temps qu'il prenne contact avec son collègue du budget, pour voir quelles solutions on peut apporter par rapport à ça. Et nous allons attendre peut-être jusqu'à mardi, mercredi. Dépasser ces délais, nous serons obligés de passer à la vitesse supérieure avec d'autres activités qui sont déjà prévues. Et vous l'avez certainement appris, un incident malheureux est survenu le jeudi 12 septembre à Mugunga, dans la ville de Goma, où une bombe de mortier 120 mm non explosée a tué 3 enfants qui étaient à la recherche de bois, de chauffe et qui ont tenté de la manipuler. On écoute le porte-parole des FARDC, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike. Les forces armées de la République démocratique du Congo informe la population de Goma et ses environs qu'un incident malheureux est survenu ce jeudi 12 septembre 2024 à Mugunga, où une bombe de mortier 120 mm non explosée a tué 3 enfants qui étaient à la recherche de bois de chauffe et qui ont tenté de la manipuler, tout en compatissant au malheur qui vient de frapper les familles des victimes. Et afin d'éviter pareils incidents dans l'avenir, les forces armées demandent à la population d'éviter la manipulation de tout objet métallique d'origine inconnue et de signaler sa présence aux forces de défense et de sécurité. Et en dehors de nos frontières, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, élu en mars sur la promesse d'un changement profond, a annoncé jeudi 12 septembre dissoudre l'Assemblée nationale et convoquer des élections législatives le dimanche 17 novembre prochain. Cette dissolution vise à lui donner une majorité stable pour gouverner, alors que la précédente législative, élue en 2022 et dominée par le camp de l'ancien président Macky Sall, lui était hostile. Suivez. L'allocution était attendue, le timing, lui, incertain. Quant au contenu du discours du président, il y avait peu de doutes. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'article 87 de la Constitution, et après avoir consulté le Conseil constitutionnel sur la bonne date, le Premier ministre et le Président de l'Assemblée nationale sur l'opportunité, je dissous l'Assemblée nationale. Devant Dieu
Élu en mars dernier, le président avait promis une rupture totale avec son prédécesseur. Une rupture qui passe notamment par des lois. Mais face à une Assemblée nationale dominée à la majorité absolue par le camp de l'ancien président Macky Sall, Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko, étaient battus. J'en ai donc conclu que le gage d'une collaboration franche avec la majorité parlementaire, dans le seul intérêt du peuple sénégalais, était une illusion. Celle-ci ayant décidé de se détourner du peuple pour promouvoir le culte du blocage. Un projet de rupture que Bassirou Diomaye Faye veut rapidement mettre en place. Alors qu'il a légalement 90 jours pour organiser le scrutin législatif, il a déjà prévu sa date. Ce sera le 17 novembre prochain, dans un peu plus de 60 jours. Mais alors le duo Ousmane Sonko-Bassirou Diomaye Faye va-t-il bénéficier du même enthousiasme qu'il y a 5 mois? L'histoire politique du Sénégal montre que globalement, à la suite des élections présidentielles, les Sénégalais ont plutôt tendance effectivement à donner les moyens à la présidence, au président élu pour pouvoir mettre en place ces politiques. Les Sénégalais attendent de pied ferme ces réformes promises par le nouveau président. Des réformes notamment économiques qui empêcheront peut-être des drames. Faute de travail, ils sont nombreux, notamment des jeunes, à tenter la traversée vers l'Europe au péril de leur vie. Dimanche, le naufrage d'une embarcation a fait au moins 39 morts. Au Sénégal, oui, mais aussi en Afrique du Sud, l'homme politique sud-africain Pravin Gordhan, qui a été ministre des Finances à 2 reprises, qui avait réformé le service des impôts et a amené une lutte contre la corruption sous le mandat de l'ancien président Jacob Zuma, est décédé ce vendredi de suite d'un cancer à l'âge de 75 ans. L'annonce a été faite par sa famille biologique. Africa News pour plus de détails. L'ancien ministre sud-africain Pravin Gordhan est mort. Il avait 75 ans et souffrait d'un cancer. Il est décédé paisiblement à l'hôpital, entouré de sa famille et de ses camarades de longue date dans la lutte pour la libération. C'est en ces termes que le président sud-africain a annoncé son décès. Cyril Ramaphosa évoque la perte d'un leader exceptionnel. Pravin Gordhan faisait partie en effet des figures de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il a intégré le Congrès national africain en 1980. Négociateur d'une transition politique post-apartheid pacifique, il a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l'administration sud-africaine depuis l'élection de Nelson Mandela à la tête du pays en 1994. Pravin Gordhan a été notamment ministre des entreprises publiques, puis des finances à 2 reprises. Il est connu pour ses prises de position contre la corruption. Pravin Gordhan n'avait pas hésité à critiquer la gouvernance de Jacob Zuma, alors même qu'il faisait partie de son équipe gouvernementale. Et on passe au rappel des titres. Il y a eu dans la soirée du hier à la Cité de l'Union africaine une réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État Félix Tshisekedi, au cours de laquelle plusieurs mesures ont été prises. Après 15 mois d'arriérés de salaire, les agents de la radio-télévision nationale RTNC menacent de déclencher une grève sèche d'ici la semaine prochaine si le gouvernement ne leur trouve pas de solution. Et enfin, l'acteur de lutte contre l'apartheid et membre de l'ANC, l'ex-ministre sud-africain Pravin Gordhan, est décédé ce vendredi à l'âge de 75 ans de suite d'un cancer. Et voilà, ce journal est complètement terminé. Madame, monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur BC Télévision, tout en passant un très bon week-end. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine et ce sera avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.